C'est pour moi l'occasion, alors que je suis là depuis à peine un mois, comme conseillère musée à la direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France, de découvrir de nouveaux lieux, mais aussi de retrouver des collègues, des partenaires avec lesquels j'ai déjà eu beaucoup de plaisir à travailler. Alors, je vous propose, si on reprend la titulature qui est la vôtre, qui est celle de cette journée d'études, quelle place pour le patrimoine scientifique et technique dans le cadre du rapport Musée du XXIe siècle, piloté par le ministère de la Culture. Je n'ai pas une légitimité particulière. Beaucoup de personnes, compte tenu de la part importante qui a été prise par le terrain dans cette approche du ministère, seraient tout à fait légitimes à intervenir. Néanmoins, c'est vrai que je sors là de 4 années passées à l'université de Bourgogne et que j'ai participé à un certain nombre d'ateliers à la Villette, à Lyon ou à Strasbourg, et que j'ai contribué, dans l'esprit d'ailleurs de ce qu'est ma communication d'aujourd'hui, au titre des annexes qui sont publiées dans le rapport. J'étais même hier avec Jacqueline Edelman, puisqu'en fait, durant les 3 jours, là, avant-hier, hier et aujourd'hui, se tiennent les assises des métiers des musées, organisées par le ministère de la Culture à Paris, dans l'esprit, ou en tout cas dans la volonté d'être dans l'esprit, de ce rapport du musée du XXIe siècle. Donc je me suis entretenue avec Jacqueline Edelman, qui était la responsable de ce rapport, pour m'assurer de ce que j'allais vous dire aujourd'hui concernant son contenu. Poser la question de la place du patrimoine scientifique et technique dans le cadre de ce rapport, est-ce en fait poser la question d'une spécificité, et je me suis demandé laquelle. Si on reprend patrimoine scientifique et technique, si on commence par scientifique et technique, les adjectifs, on peut avoir en fait une vision, je ne sais pas s'il faut dire étroite, mais en tout cas stricto sensu, de cette appellation de scientifique et technique, plutôt comme étant l'émanation des sciences dures, des sciences qui sont avérées. On peut aussi avoir une acception plus large, qui, je ne vous le cache pas, m'intéresse davantage, qui est celle qui comprend l'ensemble des sciences humaines et sociales. Et en fait, selon que l'on prendra l'une ou l'autre de ces visions, on n'aurait absolument pas la même manière de traiter le sujet. Donc je ne vous cache pas que je vous emmènerai peut-être un petit peu plus loin que ce que vous pensiez que j'allais dire. Donc je pense que derrière ça, la question se pose de savoir jusqu'où nos schémas de pensée, de formation initiale, de pratique professionnelle nous conduisent-ils. Je vais y revenir. Sur le terme maintenant de patrimoine, là aussi on peut avoir une vision un peu passéiste, un stock, j'emploie ce terme à dessein, avec toutes les contraintes qu'on attache généralement au patrimoine, et entre autres avec les prescriptions liées aux problématiques de conservation. C'est-à-dire voir le patrimoine comme quelque chose, certes, qui a une valeur, mais qui est surtout un empêcheur de tourner en rond. Ou bien on a une vision du patrimoine qui est certes ce stock, avec tout ce qui représente, au-delà des objets ou des lieux, ou des paroles, justement des personnes, et on considère aussi bien les aspects de conservation que de médiation
comme essentiel et paritaire. C'est-à-dire, ça n'est pas ou la conservation ou la médiation, le partage, mais bien les deux ensemble. Deux notions qui peuvent paraître complètement antinomiques, mais c'est justement dans la conciliation des deux, intrinsèquement, que se noue la spécificité du musée. Donc, là aussi, vous voyez, on n'aborde pas les choses de la même manière. On pourrait faire, du coup, sur cette question du scientifique, que j'abordais juste avant, une question de connaissance, aussi bien des publics, mais aussi des collections ou des objets. Et donc, comment est-ce que cette double démarche et de connaissance et de médiation et d'intériorisation de la connaissance des publics, non pas faire avec les publics pour faire du chiffre ou faire plaisir ou aller dans le sens du vent, mais bien intérioriser les attentes sociales, qu'elles soient exprimées ou pas, pour les instiller dans ce qu'un musée est conduit à faire, mais que n'importe quelle démarche, non pas seulement institution, mais démarche peut être amenée à faire, c'est-à-dire un projet scientifique et culturel qui concilie ces deux volets. J'en viens au rapport du musée du XXIe siècle. N'éludons pas le fait que le contexte de cette commande est politique, peu de temps avant la fin d'un septennat, et c'est un fait. La question pour nous, c'est de savoir si de cette commande politique, on peut hier avoir fait levier, on va le voir, on va essayer de le voir, et a fortiori demain, continuer de s'en servir. Il émane de qui? Il émane du département des publics, de la Direction générale des patrimoines, au sein du ministère de la Culture. C'est-à-dire que ce département est en fait la mutualisation d'une spécificité muséale, vous le savez sans doute, y compris inscrite au cœur du Code du patrimoine. Un musée doit avoir un service des publics, c'est la seule mention de la nécessité de cette prise en compte dans tout le volet patrimonial du Code du patrimoine. Donc, c'est une mutualisation, ce département des publics, d'une spécificité muséale à l'ensemble des patrimoniaux. Alors, c'est très bien pour l'ensemble des patrimoniaux, parce que c'est bien si d'autres secteurs patrimoniaux se rendent davantage compte que des gens, ça existe et que ça doit être pris en compte. Par contre, évidemment, du point de vue des musées, on y a probablement perdu. La manière dont cette mission a fonctionné, donc sous l'harmonisation et la conduite de Jacqueline Edelman, qui était à l'époque la responsable de ce département, avec une méthode très déconcentrée, quand on connaît le ministère, avec plusieurs ateliers en région, vous y avez probablement participé les uns ou les autres si vous l'avez souhaité, et une vraie volonté de faire remonter en centrale, dans un rapport ministériel, des données venant du terrain. Ça a l'air d'une évidence rare. Là aussi, je peux vous assurer que ça n'est pas si fréquent. Donc en fait, pour les professionnels avertis, quand je dis professionnels, c'est au sens large, pour l'ensemble des acteurs du patrimoine scientifique et technique avertis, il n'y a rien de très très neuf qu'on ait appris, mais le fait que ça soit dit, y compris dans un rapport public, ministériel, ça, je trouve que c'est une vraie, je dirais presque, performance. Et donc, d'autant que Jacqueline a tenu à ce que ce rapport soit, y compris avec son apparat des annexes, un vrai rapport et pas seulement quelque chose, une vraie étude, je dirais, plus qu'un rapport techno. Alors certes, ça n'est pas parfait, ça a été probablement conduit trop vite, au terme à la fois de la mission de Jacqueline, partie à la retraite ensuite, et puis de changement ministériel, peu importe. Là aussi, c'est comme ça, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en saisir, et
je vais essayer modestement d'être l'acteur, avec vous, de cet usage, ce bon usage que l'on pourrait faire de ce rapport. Les acquis me paraissent être, en premier lieu, la question vraiment abordée, là aussi c'est une nouveauté, je peux vous le dire, pour avoir travaillé au sein de la direction des musées de France avant la RGPP et ensuite au service des musées de France après la RGPP, il y a une vraie prise en compte dans ce rapport d'une transversale muséale, c'est-à-dire que toutes les formes de musées ont été éligibles. Pas que les beaux-arts, pour décoder, si je dois le dire de manière plus explicite. Ensuite, à propos des beaux-arts, art contemporain, une heureuse découverte. Le rapport c'est probablement ce qu'il a de plus remarquable, de plus signifiant, de plus neuf, a révélé une heureuse découverte, une heureuse prise en compte de la question de la réception, pour employer une terminologie large, de la question des publics, voire des publics acteurs, des citoyens, par les musées de beaux-arts et d'art contemporain. C'est probablement eux qui ont fait le saut, si vous voulez, le plus grand et que le rapport a vraiment révélé. Alors certes, des pratiques étaient déjà avérées, y compris, je ne veux pas apparaître comme sectaire vis-à-vis des beaux-arts et de l'art contemporain, des choses terriblement innovantes existaient déjà dans certains musées. De toute façon, une démarche innovante, elle est le fait de personnes. Donc, il peut y avoir des personnes qui ont envie d'inventer à plein d'endroits. Donc, il y en avait déjà, il y en a, disons, beaucoup plus. Mais en fait, on le sait, nous, c'est de l'ensemble, enfin, je serais tentée de dire, plus exactement, que par rapport à la question qui m'est posée sur les musées, le patrimoine scientifique et technique, je dirais que ce sont plutôt l'ensemble des musées sciences et société, j'aurais plutôt envie de dire ça, et lieux, musée ou pas, à la limite, ce n'est pas ça qui est le plus important, où la question du sens est aussi importante, sinon plus, que celle de l'esthétique. C'est-à-dire que, j'ai l'habitude de dire, c'est comme dans la vraie vie, c'est mieux d'être beau que d'être laid, mais en dernière analyse, ce qui est le plus important, c'est la question du sens. Et donc, pour nombre de musées, et ils sont largement majoritaires, même si ce ne sont pas toujours ceux qui sont sur le devant de la scène et que l'arbre cache la forêt, les musées de sciences et sociétés sont et de loin les plus nombreux, et ceux-là, évidemment, savaient déjà expérimenter un certain nombre de choses que le rapport a révélées. Alors là-dedans, si on fait maintenant un zoom rien que sur sciences et techniques, avec le double éclairage que j'ai donné en préambule, une des premières choses, je trouve, qui serait intéressant de réfléchir, c'est dans ce domaine où l'interprétation, au sens où l'on envisageait les anglo-saxons et a fortiori les Canadiens et les Québécois, et comment ça s'est transposé en Europe et en France par rapport au monde anglo-saxon. Cette terrible inventivité qui est issue, il y a quelques années maintenant, de l'interprétation, est-ce que aujourd'hui on est dans la même innovation et que ces grands acquis, je trouve, d'une mise en volume en fait d'une question ou d'un savoir-faire ou de savoir. C'est peut-être pas sur le volet de la muséographie, de la scénographie, de la mise en volume, en espace, que les avancées dans le secteur des sciences et techniques ont été les plus importantes. Par contre, bien sûr, l'innovation sur tout ce qui est de l'ordre du participatif, des démarches collaboratives, de l'émergence d'un tiers-lieu ou d'une vision dans l'esprit du tiers-lieu, évidemment, là, on abonde en illustration dans le secteur des sciences et techniques.
C'est-à-dire, pour prendre quelques exemples, les Fab Labs, mais aussi l'inventaire collaboratif. Aussi bien, je reprends la double dimension, aussi bien de connaissances sur le stock ou le fond que le partage, ou le faire ensemble. Donc le Fab Lab, certes, mais aussi les inventaires collaboratifs qui permettent, à propos de collecte ou d'identification, de partager et d'aller, il me semble, bien au-delà même que toute nouvelle forme la plus débridée de médiation, puisque dès lors qu'un inventaire est collaboratif, ça veut dire qu'il y a un partage d'autorité, et c'est autrement plus questionnant et révolutionnaire que quoi que ce soit fait en termes seulement de partage. Et donc ça, on trouverait des exemples, par exemple au Muséum de Toulouse, mais aussi au Musée archéologique de Nîmes. Un tiers-lieu donc conçu comme, comme tel, mais aussi des opérations hors les murs qui permettent de tester des pistes de muséographie quand un musée est fermé, c'est-à-dire quand on n'a plus accès au stock, au bâtiment. Et comment est-ce qu'on continue de garder un lien avec son public, avec une société, avec les gens qui sont là et qui légitiment aussi de manière fondamentale le patrimoine. Donc c'est aussi bien la Maison de la Recherche et de l'Innovation de Caen que le Musée d'Arlaten, fondé avec l'argent par Frédéric Mistral et agrandi grâce à l'argent du prix Nobel de littérature au XIXe siècle, avec des équipes qui travaillent comme on travaille aujourd'hui, pour faire bref. Donc, les liens art et sciences, quel qu'en soit le lieu, il en a été fait question d'ailleurs dans les communications précédentes, il y aurait quelque chose autour, sans doute, des maisons des illustres, pour élargir la logique des seuls musées, là aussi. Par exemple, le projet autour de Pasteur, aussi bien à l'université Pierre et Marie Curie qu'au musée Pasteur de Paris, que le projet de maison des mathématiques de Villani. L'exposition Scan Pyramide au musée des Beaux-Arts de Lille, la démarche transversale de confluence. Vous voyez que j'ai commencé à parler de quel que soit le lieu. Finalement, beaucoup plus qu'une spécificité muséale, s'il devait y avoir une spécificité patrimoniale, au sens le plus large, quelle serait-elle ? Dans le respect de la spécificité de chacun. Ce n'est pas tellement un problème qu'on ait des moyens un petit peu différents les uns et les autres de travailler, d'aborder les questions, mais dans le respect d'une déontologie de chacun, mais avec forcément un tronc commun, d'un respect d'une attente sociale, là encore exprimée ou non, et d'une bonne connaissance aussi bien du fond, de ce dont on parle, mais aussi des publics et des formes plurielles que cela peut prendre. Donc je citerai dans cette diversité des modes d'expression, le gang des tricoteuses à Roubaix, l'ensemble des savoir-faire et des pratiques inspirées de l'éducation populaire, entre autres mises en œuvre par les petits débrouillards, pour réconcilier, il faudra qu'on y arrive un jour, et en tout cas, je peux vous dire qu'à la DRAC, j'ai le sentiment qu'on a la volonté de le faire, pour réconcilier ce grand projet de l'éducation populaire qui avant cette partition dont on n'est jamais sorti et dont on n'est pas remis d'ailleurs, avec le ministère de la Culture et une approche culture. Cette étanchéité n'a pas de sens social, mais malheureusement, il faut bien en prendre acte, et justement, pour le combattre, il faut le connaître. Elle correspond à une réalité administrative, de ministères différents, d'approches différentes, et de peu de personnel en commun. Et Dieu sait que c'est important, parce que les démarches ne vivent qu'à travers les gens qui les animent. Des expérimentations numériques en tout genre, on en a eu une excellente illustration juste avant, qui ne sont pas que des outils,
mais qui doivent, dans le respect de ce qu'elles sont, elles induisent d'autres formes d'approche, de pensée, de création. Et donc, ça se surajoute en fait à cette connaissance et des publics et du stock dont je parlais tout à l'heure. Qui pourra nous dire que la question de la lutte contre le racisme et la prise en compte d'une meilleure citoyenneté n'intéresse pas tout le monde. En conclusion, je serais tentée de vous proposer donc que nous nous interrogions sur les conditions d'une mise en œuvre de cette expérimentation, de cette innovation, à laquelle nous sommes un peu assignés, il faut quand même bien le dire, mais auquel nous croyons néanmoins, mais selon un certain nombre de protocoles qui nous paraissent, encore une fois, déontologiquement essentiels. Une innovation et une expérimentation qui n'est pas cosmétique et qui n'est pas utilitaire, c'est-à-dire que le patrimoine n'est pas au service de quelque chose, mais bien acteur de quelque chose. Fondée donc sur non pas cette double mais triple connaissance du sujet, des publics et des supports, ça a été très bien illustré par la personne qui a parlé avant moi, inscrite dans un projet pensé, conceptualisé, écrit, et qui n'a pas besoin d'une assise institutionnelle pour se justifier. La méthodologie du projet scientifique et culturel, elle est transposable tout terrain. J'ai eu l'occasion, à la demande de la Fédération des maisons d'écrivains et des patrimoines littéraires, de conduire des ateliers, entre autres pour eux, mais pour d'autres aussi. Et en fait, il y avait des individus tout seuls, passionnés de je ne sais pas qui, personne dans la salle ne connaît, et qui étaient passionnés par l'idée de mieux vivre avec leur projet à eux tout seuls. Donc voilà. Une prise en compte, les ingrédients, une prise en compte d'une temporalité. On n'est pas ahistorique. Et dans cette vision, il faut avoir conscience que, bien sûr, il faut s'inscrire dans le présent. C'est une nécessité, il ne s'agit pas de le refuser. Mais il n'est pas nécessaire pour autant d'oublier, de savoir d'où l'on vient. Et y compris l'histoire des sciences enseigne une certaine relativité, une mise à distance. Je n'ose pas parler d'évolution parce que j'aurais peur de commettre un impair, mais toutes ces notions ne sont que mieux révélées si on se rend compte comment on appelait les choses autrement, comment on les concevait autrement. Peut-être qu'aujourd'hui on considère que c'est faux, mais ça a correspondu à du vrai à un moment. Donc comment mieux introduire à la relativité et la réflexivité qu'on doit toujours avoir, ne pas penser que notre temps est supérieur aux autres. Il l'est heureusement pour certaines choses, mais pas pour tout. Donc cette histoire donc, qui ne doit pas être absente, y compris de ce dont on parle, les choses sont forcément datées, et surtout avoir cette approche historique, c'est ne pas gommer les gens qu'il y a derrière, donc aussi bien ceux d'hier, ceux d'aujourd'hui et ceux de demain. C'est là où on retrouve la conservation, la nécessité de la conservation. L'exemple de tout à l'heure du transformateur c'est un transformateur? Non, un générateur. Le générateur, c'est ça? Le compresseur. Vous voyez, sciences et techniques, je me demande pourquoi vous m'avez demandé de parler. C'était lumineux, c'est le cas de le dire, l'histoire de la projection. Parce que non seulement on le comprend mieux, ça c'est génial, mais surtout ça revient en retour, pour le dire en français, sur la manière dont on va conserver cet instrument. Parce que du coup, on va avoir beaucoup plus d'aisance à d'autant mieux le conserver, y compris dans le jus dans lequel il est, qui représente toutes sortes de traces
qui se succèdent, toute une stratigraphie, que la compréhension pourra faire l'économie d'aller décaper ou d'aller démonter ou de se demander du coup quel est le morceau qu'on détache parce qu'on comprendra mieux. Donc vous voyez combien en fait ces questions de conservation et de médiation au sens large sont intrinsèquement liées et inséparables et surtout s'enrichissent, se fécondent l'une l'autre. Alors du coup, qu'est-ce qu'il est essentiel de partager ? Au moins autant la posture de questionnement que la certitude de savoir et de dire. Certes, il faut donner un état de l'art, mais encore une fois, le contextualiser, dire que c'est l'état de l'art d'un temps, d'un contexte. Et donc, les ingrédients de ce cahier des charges idéal dont je viens d'essayer de parler, comment l'organiser ? Il faut forcément, et l'organisation intrinsèquement tripartite du lieu, donc, qui a été évoqué juste avant que je vous parle, rejoint complètement ce que j'avais prévu de vous dire. C'est-à-dire que c'est bien dans non seulement juxtaposition, mais le faire avec, entre des espèces différentes, que va naître véritablement l'innovation et les ingrédients d'un bon partage. Donc, il faut pour ça organiser un nécessaire déplacement, accepter de se décaler, de se frotter à d'autres logiques, ne pas se mettre en tuyau d'orgue, évidemment, mais faire ensemble. Et donc, on est forcément en dehors du confort de son milieu, de ses habitudes, de ses pratiques. Et ça, c'est essentiel. Il y a une chose qui ne doit pas être oubliée pour autant, c'est qu'on ne se fragilise vraiment, et il faut le faire, mais on ne se fragilise vraiment que si on est soi-même légitime. Et ça veut dire qu'on s'occupe de choses ou de personnes dont il est légitime de s'occuper. Or, la question de l'éligibilité patrimoniale, elle est tout sauf évidente. Peut-être que je vais dire n'importe quoi, mais ça n'a peut-être pas été sûr qu'ici on allait tout conserver ou conserver autant que ce qu'on a conservé. Et ça, quand on arrive après, on pense que ça va de soi. Non. La légitimité patrimoniale ne va jamais de soi. Et derrière le patrimoine, il y a ceux qui le défendent. Et donc, les personnes, dans leur diversité, aussi bien les anciens acteurs, les citoyens d'aujourd'hui, les professionnels, les associatifs, tout ce que vous pouvez imaginer, ils ont besoin d'un minimum, pour ne pas dire un maximum, de sûreté personnelle, de statut. Et ça, c'est pas le sujet, mais c'est un vrai sujet. Et ça, c'est essentiel. Donc, c'est assez difficile de vous dire ça. C'est-à-dire, mettez-vous en position de fragilité, parce que c'est le gage de vraiment inventer quelque chose, parce qu'il y a toujours quelqu'un à côté qui va vous dire un truc qui, pour vous, n'est pas une évidence. Or, c'est justement à partir de là qu'il faut commencer à gratter et trouver un truc où on est d'accord à 2, à 3, à 4. Et en même temps, si on n'est pas dans cette situation personnelle d'être légitime, soi et ce dont on s'occupe, c'est très difficile de le faire. Je ne voulais pas ne pas en avoir parlé. Faire ensemble, c'est aussi éviter le risque de surplomber, qu'il y en a certains qui soient considérés comme plus légitimes que d'autres, ça n'est pas le cas, ce sont des légitimités différentes, ou de passer à côté de quelque chose, je l'ai dit. Ça aussi, je viens de le dire. Donc, cette articulation donc, entre patrimoine et connaissance et partage, elle s'inscrit donc sur la longue durée. Là aussi, je l'ai dit. Alors,
Je sais que cette primauté de la science en train de se faire au détriment d'une forme de réflexivité qu'elle serait censée porter dans les universités, puisque dans votre titre, il est question du patrimoine des universités et des entreprises, ou la loi de l'efficience, pour ne pas parler d'un primat d'une logique économique, voire financière. Tout ça, ce ne sont pas forcément les bons ingrédients d'un enjeu et d'une barre que vous mettez très très haut. J'ai eu l'occasion dans cet esprit de travailler aussi bien en Rhône-Alpes avec les acteurs du textile, les musées ou les sites, et donc il y avait y compris des associations, voire des personnes privées qui intervenaient. J'ai eu aussi le plaisir de le faire avec Hélène Hatzfeld, qui, au ministère de la Culture, au secrétariat général, a initié et fait partager à beaucoup d'entre nous, y compris des personnes dans la salle, cette démarche sur le patrimoine interculturel, où justement les académiques, les patrimoniaux et les associatifs, ensemble, faisaient prendre sens et partage à des formes très diversifiées de patrimoine. Je ne vous le cache pas, et j'y suis fortement encouragée, y compris par la direction Frédéric Bourrat, qui est directrice adjointe et qui est très sensible au patrimoine scientifique et technique et qui est en charge de ce volet au niveau de la direction, et je suis moi-même en charge d'une forme de coordination au sein du pôle patrimoine. Donc sachez que j'ai tout à fait envie de continuer de travailler dans cet esprit. Le dernier élément de titulature dans votre programme, un petit peu en dessous, les enjeux sociétaux. Je crois que cet enjeu de connaissance et de partage des choses autant que des personnes, c'est aussi remplir un travail de deuil, il ne faut pas s'en cacher, autant que de tissage social entre des générations d'aujourd'hui, entre praticiens et acteurs de différentes espèces, faire perdurer des savoir-faire d'excellence qui sont transposables, on le sait, dans les métiers de soie, par exemple, en Rhône-Alpes, on sait qu'ils influent directement, enfin les gens qui maîtrisaient les techniques liées à la soie sont ceux qui fabriquent, qui concourent à la fabrication des textiles intelligents. Donc on sait très bien qu'il y a une filiation, c'est le cas de le dire, entre les deux. Donc tout autant faire perdurer des savoir-faire d'excellence qui sont transposables, autant que favoriser l'émergence de nouvelles pratiques. La création ne naît jamais de rien. Voilà. Donc sur cette remarque, je voulais, un peu en off, vous signaler que, aussi bien sur le numérique que sur l'éducation artistique et culturelle, dont vous savez que ce sont des axes forts du ministère, nous espérons, de bonnes chances d'espérer, que nous aurons à la fois des moyens et une méthodologie de projet croisée, puisqu'on nous encourage à travailler entre création numérique et patrimoine. Et donc, on a vraiment envie de le mettre à votre service. Donc, n'hésitez pas à la fois à surveiller le site de la DRAC et surtout à nous interpeller. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des remarques, des suggestions, des questions par rapport aux interventions qui viennent de se dérouler? N'ayez pas peur. Merci.
Bonjour Sylvie, je suis vice-présidente d'une association Art, Université et Culture dans laquelle j'anime un groupe de travail CST et patrimoine scientifique des universités. Nous avons participé à cette consultation Musée du XXIe siècle, mais moi je me suis vraiment demandé si les prismes voilà, de réflexion n'était pas par rapport à la loi sur les musées et que les patrimoines universitaires n'étaient... on a été consulté, mais je n'ai pas eu le sentiment forcément qu'il y avait une réelle prise en compte de ce patrimoine tout à fait spécifique et qui a quand même, en termes d'enjeux sociétaux, une place très importante aujourd'hui et demain. Alors, si tu veux, je crois que c'est un peu pour ça que j'ai rappelé les conditions de la remise du rapport. C'est vrai qu'il y a eu quand même une séance au moins à Paris, qui n'était pas à la Villette, qui était d'ailleurs, je me souviens plus où. Oui, voilà, Pierre et Marie Curie, et où une transversale avait été tentée avec l'enseignement supérieur et la recherche. Pour avoir moi-même cohabité aussi bien avec la culture qu'avec l'enseignement supérieur et la recherche, j'ai vraiment pu mesurer à la fois combien il y a pour l'essentiel pour moi du tronc commun et finalement pas tellement de spécificité. Mais par contre, tout le système est fait pour soi-disant justifier que les choses seraient différentes. Donc, je ne sais pas si on peut complètement dire que vous n'avez pas été suffisamment pris en compte. Ou en tout cas, si toi, tu ne t'y es pas retrouvé. Il y a plein de gens qui ne se sont pas retrouvés dans ce rapport. Les restaurateurs n'étaient pas contents parce qu'il y avait un endroit, un paragraphe, machin, qui disait quelque chose qui les a fait hurler. Les scénographes n'étaient pas contents parce que gna gna. Bon, je l'ai dit, ça a été fait tellement vite que c'est déjà un miracle que ça soit sorti. Mais je pense que si tu as eu le sentiment que tu n'étais pas reconnu, c'est pas parce que tu es dans une université, pour le dire autrement. C'est-à-dire que la crise de légitimité de tout ce qui n'est pas beaux-arts, si je dois un peu sortir du cadre qui normalement devrait être le mien, elle est majoritaire. Et là, c'est là où je dis, et où j'ai passé beaucoup de temps à essayer de dire au muséum, entre autres, qu'ils ont le sentiment d'être moins bien pris en compte. Je ne sais pas si les musées de société et les musées d'ethno, c'est pas pire. Donc, mais c'est pas une raison pour se dire que ce qu'il faut quand même retenir du rapport, c'est-à-dire enfin prendre en compte les publics, enfin imaginer les choses autrement, enfin se placer ailleurs d'un point de vue tiers, enfin ça, c'est quand même un acquis pour tout le monde. C'est-à-dire que, y compris dans une université où tu as la chance d'être dans une université où il y a une prise en compte exceptionnelle. Moi, j'ai bien vu en Bourgogne la difficulté de travail de Marie-Laure Baudement et de son équipe, où elles sont très peu nombreuses, et avec quasiment pas de budget. On m'a demandé de traiter un fonds d'archives. J'ai été effrayée de découvrir qu'en fait, les archives de chercheurs, c'était absolument pas le problème de l'université. On prend peur. Un lieu qui normalement est celui de la recherche et de l'excellence, on va imposer à une petite commune, l'archiviste départemental va imposer à une petite commune de tout faire bien comme il faut, puis d'un coup, dans une université quand même pas petite, c'est normal, ça? Non. Donc, vous partez de loin. Le ministère de l'Enseignement supérieur est beaucoup plus pétri d'un souci autour des chercheurs, de la recherche, que d'une approche patrimoniale et culturelle. Et moi, je rêve qu'on travaille davantage ensemble et je suis persuadée que nos standards sont les mêmes, qu'on soit d'une université ou ailleurs.
Par contre, je suis aussi persuadée que tout ce qui est difficile pour vous l'est presque tout autant pour des musées qui ne sont pas les musées du beau. Parce qu'en fait, il n'y en a que pour le beau. C'est tellement mieux. D'abord, ça endort un peu le peuple, tout le monde. Et puis, voilà, on s'imagine qu'il n'y a pas grand-chose à expliquer, si ce n'est faire de la stylistique et asséner un certain nombre de présupposés. L'ensemble des autres musées, c'est beaucoup plus complexe. Comment est-ce qu'on parle d'histoire? Comment on parle d'un site où il y a eu des persécutions? Comment on parle de la relativité de la connaissance? Et ça, qu'on soit dans une université au fin fond de Trifouilly-les-Oies ou je ne sais pas où ailleurs, à mon avis, on est plus, et c'est bien pour ça qu'il faut qu'on se serre les coudes et qu'on travaille ensemble, cette difficulté-là, elle est très partagée. Par contre, évidemment, chacun la voit de son point de vue, ce qui est tout à fait légitime. Mais moi, qui me suis un peu promenée au fil du temps, je me rends compte que de tout ça, il faut continuer de se battre. Et Dieu sait que quelquefois on a l'impression que des choses qui paraissaient acquises il y a quelques années, on n'est pas sûr que ça soit encore totalement le cas aujourd'hui. Donc il faut continuer de se battre, ne serait-ce que pour préserver des acquis, mais pour continuer aussi. Mais on est beaucoup plus sur... alors, c'est pas forcément très excitant de se dire que nos points communs sont difficiles. Évidemment, il vaudrait mieux qu'on ait une transversale joyeuse. Mais on peut essayer de la rendre joyeuse. Je crois qu'on est aussi, nous, on doit être aussi les acteurs de ça, même si on sait très bien, c'est pas de l'angélisme, hein. C'est un optimisme de posture et raisonné et pour continuer d'avancer. C'est pas que je vois pas là où sont les difficultés, je pense pas. Enfin, j'espère en tout cas. C'est plutôt que je me dis qu'il faut qu'on aille plus loin ensemble. Et justement, en faisant parler, parce qu'au bout du bout, il y en a sans doute. Bien sûr qu'il y en a des différences. Mais il y a aussi un gros tronc commun. Et il faut quand même savoir que en haute sphère, la question du patrimoine scientifique et technique, comment le dire, c'était pas forcément le truc le plus attendu. Donc le fait que ça y soit déjà, même si c'est sans doute pas assez, c'est un petit pas. Une autre réflexion? Merci. Moi, je ne viens pas du tout du monde ni des musées, ni de la culture scientifique et technique. Mais c'est vrai que vous avez évoqué la question de la médiation, du partage. Vous avez parlé aussi d'éducation populaire, qui là aussi était un peu remisée. Enfin, loin du musée. Loin du musée, et pas seulement, je dirais, mais, par rapport à la culture ou au sens large du terme. Et effectivement, je trouve que c'est bien dommage, parce que moi qui ne viens pas de ce monde-là, enfin, j'ai l'impression que le musée du XXIe siècle a beaucoup à se secouer, à se remuer en termes de... Enfin, je ne les vois pas comme des tiers-lieux, par exemple. Je trouve que dans beaucoup de musées, ce qui compte, enfin, et c'est normal, hein, enfin, c'est les œuvres, c'est le patrimoine, et je n'ai rien contre ça, mais que le public, enfin, en termes de démocratisation, d'accès au public, je pense même à certaines associations d'amis du musée, par exemple, on y trouve un certain type de la population, une espèce d'entre-soi, et que, enfin, voilà, Et deuxième réflexion, moi qui suis un peu à l'extérieur de tout ça, j'ai quand même vraiment le sentiment, moi qui n'ai rien contre les beaux-arts et les belles œuvres, bien au contraire, on a besoin de beau aussi, mais que la culture scientifique et technique est vraiment le parent pauvre des politiques muséales, entre guillemets. Enfin, c'est vraiment le sentiment que j'en ai, que la place est publique là-dedans. J'ai pas le sentiment que ce soit une priorité. En dehors des grandes expositions temporaires qui attirent plein de monde à Paris, qui est une réalité, mais voilà, qui est un peu peut-être
la face immergée de l'iceberg. Merci. Moi, d'abord, j'aimerais que peut-être il y ait des témoignages qui viennent de la salle, parce que je ne suis pas là pour parler à la place des autres, donc peut-être Judith, tu auras envie de dire quelque chose. Je vous assure qu'il y a plein d'endroits où ça déménage. Mais c'est le fait d'une équipe, et c'est pas forcément dans les plus grandes institutions, c'est une évidence. Mais par exemple, pour prendre un exemple, le musée d'art et d'industrie de Saint-Étienne, qui travaille avec des bénévoles qui sont en salle et qui font fonctionner les machines, qui a un service des publics absolument génial et qui n'est pas du tout surplombant. Bon, ben voilà, c'est un exemple, mais on en trouverait plein d'autres. Et probablement que la Rotonde fait des choses très très bien aussi à Saint-Étienne. Non, on peut pas dire, ça je crois qu'on peut pas dire que les musées se sont tous endormis sur le rôti. Il y en a incontestablement. Mais dire qu'ils sont tous comme ça, non. Ça, je pense qu'on ne peut pas le dire. Et en plus, certainement pas dans cette région qui est quand même une région qui, à bien des égards, a été pilote dans beaucoup de domaines pour même la science muséale. Donc, non, qu'il n'y en ait pas assez, que ça soit pas connu, que voilà, ça, ok, mais que ça n'existe pas, non. Je crois pas qu'on puisse le dire. Judith.